As-tu déjà imaginé ce qui se passe lorsque des militants s'en prennent à la mauvaise cible? Imagine 2 MH-60R Seahawks fendant l'aube au-dessus de la mer Rouge méridionale, tandis que le Maersk Hangzhou avance en dessous, totalement inconscient des vedettes rapides Houthis qui s'approchent avec des RPG et des PKM. Les quelques agents de sécurité du navire scrutent l'horizon, les doigts crispés sur les gâchettes, chaque seconde compte. Prêts à découvrir ce qui se passe lorsque des hélicoptères de pointe affrontent des militants lourdement armés. Plongeons ensemble dans un affrontement bien réel où des décisions prises en une fraction de seconde et une puissance de feu brute font la différence entre couler et survivre. Rien dans ce matin-là ne semblait routinier. À exactement 6h30, heure locale, 2 hélicoptères MH-60R Seahawk de l'US Navy, indicatifs, Lancer 71 du USS Dwight D. Eisenhower et Lancer 72 du USS Gravely, planaient juste au-dessus de la surface de la mer Rouge méridionale. Leur mission était simple dans sa description mais cruciale dans son intention: fournir une couverture aérienne à une force opérationnelle navale patrouillant ces eaux. Depuis des mois, les attaques Houthis avaient augmenté dans cette zone, inquiétant le commerce mondial et faisant grimper les coûts d'expédition. Les navires avaient commencé à dévier leurs itinéraires, à attendre dans des convois lents et à surveiller chaque écran radar en passant près du Yémen. Ces MH-70R Seahawks ne sont pas des hélicos ordinaires. Depuis 2010, ils servent de principal hélicoptère de la marine américaine pour la chasse aux sous-marins et la surveillance des navires de surface. Ils ont remplacé les anciens SH-70B et SH-70F, prouvant rapidement leur valeur en volant plus souvent et en restant prêts plus longtemps que tout autre hélicoptère maritime. Ils sont équipés de radars avancés, de systèmes sonars et d'un arsenal varié, de quoi gérer des menaces allant des profondeurs jusqu'au pont. Ce matin-là, pourtant, la patrouille était calme. Les pilotes scrutaient l'horizon à la recherche de la moindre anomalie. Mais jusqu'à présent, la mer et le ciel ne laissaient entrevoir aucun signe de problème. En dessous, à environ 55 milles nautiques au sud-ouest d'Al-Udaïda, au Yémen, le porte-conteneur Maersk Hangzhou, battant pavillon de Singapour, faisait route vers son prochain port. Transportant des dizaines de conteneurs empilés sur son pont, il était un spectacle familier sur ces routes commerciales, une pièce du flux qui envoie des marchandises aux 4 coins du monde. Mais ce jour-là, le Hangzhou bénéficiait d'une protection supplémentaire. Des agents de sécurité du Trident Group montaient la garde sur le pont, prêts à faire face à toute intrusion, avec des forces Houthis dans la région lançant des vedettes rapides, tirant des roquettes et perturbant les voies maritimes. Une équipe de gardes entraînés était devenue un luxe que plus aucun capitaine ne voulait ignorer. Au lever du soleil, la lumière dorée transformait les ondulations douces de la mer Rouge. Depuis leur point d'observation à quelques centaines de pieds d'altitude, les équipages des Seahawks pouvaient voir 1 ou 2 autres navires à l'horizon et quelques bateaux de pêche occasionnels, mais rien qui criait danger. Pendant ce temps, l'équipage du Maersk Hangzhou procédait à ses vérifications de routine. Moteurs, câbles de pont, verrous de cargaison, s'assurant que tout était bien sécurisé pour la journée à venir. Les agents du Trident, portant leur équipement distinctif, scrutaient l'eau à la recherche de vedettes rapides pouvant s'approcher discrètement. Leur procédure était bien rodée. Si des petites embarcations s'approchaient en trop, ils déclenchaient l'alerte, verrouillaient les zones clés et tenaient leur position jusqu'à pouvoir déterminer si les bateaux étaient hostiles ou amicaux. Ce que les pilotes des Seahawks ignoraient, c'est qu'une formation de vedettes rapides Houthis avançait discrètement depuis la côte près de Hodeidah. Le groupe Houthi utilise des bateaux rapides de la série Toufan, souvent pour semer le trouble dans la navigation et maintenir les grands navires en alerte. Ces engins peuvent s'approcher sans risquer d'équipage humain et ajoutent une couche d'inquiétude supplémentaire pour quiconque navigue dans la région. Leur plan était simple: foncer, s'approcher du Maersk Hangzhou et tenter d'aborder avant que l'équipage ne puisse réagir. En cas de succès, ils prendraient le contrôle du pont et de la cargaison du navire. Mais les assaillants ne savaient pas que Lancer 71 et Lancer 72 patrouillaient dans les airs, ni que leurs capteurs étaient en alerte maximale
pour détecter précisément ce genre de manœuvre. À bord du Maersk Hangzhou, les agents de sécurité de Trident avaient reçu l'ordre de rester extrêmement vigilants. Ils observaient la surface de l'eau aux jumelles et écoutaient chaque appel radio. Lorsque quelque chose se déplaçait plus vite qu'un bateau de pêche, ou projetait une ombre trop grande pour un spectacle local, ils étaient formés à le signaler immédiatement. Dans cette lumière matinale, les vagues de la mer Rouge pouvaient dissimuler bien des choses. Des ombres pouvaient être des dauphins, des formes sombres, des débris à la dérive. Mais ces agents savaient de faire confiance à leur instinct. Si les bateaux passaient dans un rayon de 6000 nautiques, les alarmes se déclencheraient et l'équipage verrouillerait les zones clés du navire. Au moment où les vedettes Houthis se rapprochèrent à moins de 6000 nautiques, les sirènes d'alarme du Maersk Hangzhou retentirent. Les agents de sécurité de Trident se déplacèrent vers leur position défensive, certains derrière des barrières en acier près du bloc passerelle, d'autres vérifiant que les lances à incendie étaient prêtes si nécessaire. Ils parlèrent dans les radios, tentant de dissuader toute embarcation approchante et d'alerter les forces alliées à proximité. Au-dessus d'eux, lancés 71 et lancés 72 continuèrent de tourner en cercle, leurs équipages balayant les écrans radars à la recherche des mêmes signes de danger. Ni les pilotes des Seahawks ni l'équipage du navire ne savaient à quelle vitesse les événements allaient s'enchaîner une fois les hostiles à portée. Mais à cet instant précis, tous les regards, dans les cockpits comme sur le pont du navire, étaient braqués sur la même zone, et chacun était prêt à réagir au moment exact où le prochain mouvement se produirait. Tout dépendait de quelques secondes et de l'arsenal disponible de chaque côté. Sur le Maersk Hangzhou, l'équipe de sécurité ne disposait que de fusils M4 et d'une mitrailleuse M240. En face, les vedettes Houthis étaient armées de roquettes, de RPG avec ogives thermobariques et de mitrailleuses PKM à bande. Des armes qui tirent plus loin, frappent plus fort et transpercent la tôle comme du papier. Dans le calme avant la tempête, les deux camps savaient qu'un affrontement intense était imminent, mais aucun ne pouvait prédire à quelle vitesse tout allait se dérouler. En quelques minutes, ces petites vedettes rapides allaient combler la distance et se coller à la coque du navire marchand. Les défenses du Hangzhou, quelques fusils et une seule mitrailleuse lourde étaient clairement dépassées. Pendant ce temps, au-dessus des vagues, les deux hélicoptères Seahawk restaient à l'écoute d'un appel de détresse venant d'en bas. Dès que cet appel grésilla dans les radios, les deux appareils passèrent à l'action. En termes d'aviation, ils devaient combler une distance de 26 000 nautiques, ce qui, même à pleine vitesse, 160 nœuds, prendrait environ 9 minutes. Mais d'ici là, les Houthis seraient déjà en train de grimper à bord. Il leur fallait un plan, et vite. À exactement 6h31, les MH-70R, indicatifs, lancés 71 et lancés 72, détectèrent des contacts suspects sur leur radar. 4 vedettes rapides de style Boghamar, fournies par l'Iran, convergeaient vers le Maersk Hangzhou. Chacune mesurait entre 7 et 10 mètres de long, profil bas sur l'eau, conçue pour la vitesse, pas pour le confort. Naviguant à environ 50 nœuds, elles avançaient en formation serrée et convergente, tels des loups encerclant un cerf blessé. À leur bord, 3 à 4 militants Houthis par embarcation, armés de mitrailleuses PKM, de fusils AK-47 et de RPG. 2 de ces équipes RPG possédaient des ogives thermobariques Tabat 14, capables de percer jusqu'à 300 mm de blindage laminé. Pour un navire porte-conteneur avec une coque de seulement 25 mm d'épaisseur, un tir direct pouvait ouvrir un trou de la taille d'une pastèque sans le moindre effort. Plus inquiétant encore, chaque vedette Houthi était équipée d'un terminal Starlink. Grâce à cela, elle ne naviguait pas à l'aveugle. Des données en temps réel circulaient entre les bateaux, les drones aériens, les observateurs côtiers et les postes de commandement à Hodeida. Si un pilote de vedette repérait quelque chose, l'information était immédiatement partagée avec les autres. Ce niveau de coordination, intégrant des images en direct et des rapports de position dans un réseau partagé, prouvait que ces attaques n'étaient pas des raids désespérés, mais des frappes soigneusement planifiées,
selon ce que les experts navals iraniens appellent la doctrine asymétrique. En résumé, les Houthis utilisaient des plateformes rapides et bon marché, couplées à des communications intelligentes pour submerger une cible plus grande. Les agents de sécurité du Trident Group, à bord du Maersk Hangzhou, se postèrent à l'arrière et du côté bâbord, alors que les 4 vedettes Houthis approchaient. À plusieurs kilomètres de distance, ils ouvrirent le feu avec des mitrailleuses M240B, touchant la coque d'un des Boghamars et aspergeant la mer. Une seule embarcation vacilla. Les autres continuèrent, moteurs rugissants, armes prêtes. Elles couvrirent les 1200 derniers mètres en quelques secondes, atteignant 600 mètres, à portée de RPG, faisant grimper la tension. Une roquette ou un explosif thermobarique pouvait percer la coque ou provoquer une explosion sur le pont, risquant un abordage. Les Seahawks étaient encore à 9 minutes. La défense du navire reposait sur des ordres criés, des tirs précis de M240 et la fragilité des embarcations ennemies. À cet instant, 6h31 et 47 secondes du matin, la distance avait presque disparu. Le passage de 1800 à 600 mètres par les assaillants avait pris moins de temps qu'il n'en faut pour compter un Mississippi. Le prochain mouvement serait le plus dangereux, quand les vedettes Houthis passeraient sous la ligne de flottaison du Hangzhou pour tenter de monter à bord. Dans cette fraction de seconde, tous les acteurs savaient que l'issue allait déterminer la suite, soit un combat rapproché sur le pont, soit l'arrivée in extremis des hélicoptères de l'US Navy. Mais à mesure que les vedettes s'approchaient, la ligne entre succès et échec se mesurait en quelques pieds, et ces quelques secondes pouvaient tout décider. Ce matin-là, tout se résumait à quelques instants critiques. Sur le pont du Maersk Hangzhou, les tirs de suppression de l'équipe de sécurité parvinrent à endommager un gouvernail ennemi, forçant un des skiffs Boghamar à dévier de sa trajectoire. Mais la plus grande menace approchait toujours. Le tireur RPG du bateau 2 appuya sur la détente, envoyant une ogive thermobarique hurler vers eux. Elle passa à toute vitesse, frôlant la superstructure du navire, à seulement 3 mètres, la zone du pont où le capitaine et l'équipage contrôlent la navigation et les défenses. Si ce tir avait atteint sa cible, le Hangzhou aurait perdu sa capacité à manœuvrer ou à appeler à l'aide, devenant une proie facile. À ce moment-là, ni les tranchées de sable ni les caisses empilées sur le pont n'allaient arrêter les militants Houthis encore longtemps. L'équipe de sécurité était sur le point d'être dépassée. C'est alors que les Seahawks apparurent, enfin. Les hélicoptères MK-70R, Lancé 71 et Lancé 72 répondirent à l'appel de détresse aussi vite que la physique le permettait. Mais ils ne se téléportèrent pas. Depuis leur orbite de patrouille, ils étaient encore à 26 000 nautiques. Même en poussant leurs turbines à pleine puissance, à 160 nœuds, il leur fallait environ 9 minutes pour atteindre le Hangzhou. Et ces 9 minutes semblaient une éternité lorsqu'on fait face à des assaillants armés de RPG. Tandis que l'équipe de sécurité piégée sur le pont repoussait les skiffs juste assez longtemps, les Boghamars furent contraints de faire une pause à environ 600 mètres. Ils voulaient saturer le navire de tir de RPG avant de tenter un abordage. Cette brève accalmie fut exactement l'ouverture dont les Seahawks avaient besoin. À 6h39, soit seulement 8 minutes après les premiers tirs, les 2 hélicoptères avaient réduit la distance à 1 mile. Avec leurs rotors fouettant l'air salé, Lancé 71 et 72 étaient en position. Mais la présence d'hélicoptères au-dessus ne garantit pas une frappe rapide et propre. Les pilotes devaient encore déterminer quelle vedette frapper en premier. Sous le nez de chaque hélicoptère Seahawk se trouve le radar AN/AP S-153V, un bijou technologique. Conçu pour scanner la surface de la mer et détecter les contacts les plus petits, ce radar envoie des ondes radio qui rebondissent sur les navires, les sous-marins et les petites embarcations. Sa précision permet aux pilotes et aux équipages de repérer des objets dans l'eau à des kilomètres de distance, de jour comme de nuit, par tous les temps, brouillard ou pluie. Les données qu'ils captent s'affichent sur des écrans à l'intérieur de l'appareil
guidant les décisions pour suivre les cibles ou surveiller les menaces potentielles. Grâce à ce radar, les Seahawks peuvent mener des missions de reconnaissance et de sécurité en toute confiance. Depuis près de 42 km, il avait d'abord repéré les 4 vedettes de style Boghamar fournies par l'Iran. Mais les eaux agitées de la mer Rouge génèrent beaucoup de bruit de mer, des reflets aléatoires sur les vagues qui ressemblent à de vrais contacts. Pour distinguer les menaces réelles de l'écume, le radar devait observer de plus près. Au départ, le radar affichait une image chaotique, détectant 32 contacts différents, allant de boutres de pêche à des débris dérivants. Pour filtrer ce brouillard électronique, les pilotes passèrent en mode impulsion étroite, envoyant des salves de demi à une microseconde pour capter la localisation, la vitesse et la taille exacte. Comme un zoom qui efface l'arrière-plan flou, cela permit aux Seahawks de verrouiller les 4 vedettes d'assaut. Mais les impulsions étroites, seules, ne suffisaient pas pour un ciblage précis. Alors, ils activèrent l'indicateur de cible mobile, ou MTI, qui utilise l'effet Doppler. Quand les ondes radar rebondissent sur un objet en mouvement, leur fréquence change, comme le son d'une moto qui monte ou descend en tonalité quand elle passe. En mesurant ces variations, le radar distingue un vrai bateau d'une simple vague. Une fois le MTI activé, les pilotes virent soudain apparaître clairement la vitesse, la trajectoire et la taille exacte de chaque Boghamar. Plus de suppositions, les redoutables vedettes rapides apparaissaient désormais en haute résolution, moteur écumant la mer alors qu'elle fonçait dangereusement vers les flancs du Maersk Hangzhou. À 1 mille de distance, les Seahawks maintenaient leur position au-dessus, tournoyant comme des anges gardiens. Leur arrivée avait changé la donne. Du moins pour l'instant, les vedettes Houthis devaient réfléchir à 2 fois avant d'assaillir le pont. Mais alors que les 4 embarcations rugissaient en dessous, leurs équipages toujours armés de RPG et de PKM, ils sentaient bien la menace que représentaient les 2 hélicoptères prêts à faire pleuvoir le feu si nécessaire. Dans ces secondes tendues, avec le radar qui alimentait les consoles et le MTI qui isolait les cibles des vagues, les pilotes des Seahawks se préparaient à frapper. Leur mission ? Protéger le navire porte-conteneurs non armé et son équipe de sécurité contre un assaut imminent. Et c'est ici que cet extrait s'interrompt, avec 2 hélicoptères Seahawk en vol stationnaire, leurs capteurs verrouillés sur des embarcations hostiles approchant, et les prochaines secondes décisives suspendues dans l'incertitude. Au moment où les hélicoptères se rapprochèrent, les pilotes avaient déjà utilisé l'indicateur de cible mobile du radar pour distinguer les vraies embarcations des vagues. Mais une fois que le MTI confirma qu'un objet solide bougeait réellement, ils passèrent au radar imageur à synthèse d'ouverture inversée, ou ISAR. On peut voir l'ISAR comme une caméra haute technologie qui crée une image précise de la cible en se basant sur les mêmes variations Doppler. Concrètement, cela signifiait que les pilotes pouvaient voir en temps réel des images détaillées des vedettes rapides, leur taille, leur forme et même certaines marques visibles sur la coque. Plus de doute sur qui étaient les assaillants. Les bateaux Houthis étaient désormais clairement identifiés. Et à partir de là, l'heure de vérité avait sonné. Chaque Seahawk était prêt pour ce type d'engagement. Sous chaque portière latérale se trouvait une mitrailleuse JAO 21 de calibre 50, surnommée 50 dans le jargon militaire, qualifiée de servie en équipage, car elle nécessitait un pilote pour stabiliser l'hélico et un tireur pour ouvrir le feu. Ces armes pouvaient cracher jusqu'à 1100 coups par minute, avec une portée de près de 2000 mètres. Les munitions étaient un mélange de projectiles incendiaires perforants, capables de percer le métal et d'enflammer, et de balles traceuses laissant une traînée lumineuse pour permettre aux tireurs de suivre leur tir. En résumé, les Seahawks disposaient de suffisamment de puissance de feu pour déchirer les coques légères des Boghamar bien au-dessus de la ligne de flottaison. Mais les Houthis avaient encore une carte à jouer, et ils la jouèrent à 6h40. Au moment où les hélicoptères prenèrent position, 4 mitrailleuses PKM depuis le bateau Houthi de tête ouvrirent le feu. Les balles traçantes fendirent l'air matinal, certaines passant à moins de 15 mètres des rotors des Seahawks. C'était très près, tellement près que le chaos de balles aurait pu facilement endommager les rotors
ou transpercer un réservoir de carburant. Dans l'esprit des Houthis, tirer les premiers pouvait suffire à abattre un hélico. Au lieu de cela, ce fut leur dernière erreur. Sans la moindre hésitation, les deux hélicoptères descendirent à environ 150 pieds au-dessus de l'eau, réduisant la distance pour obtenir un angle de tir optimal. Simultanément, conscient de la vitesse à laquelle les choses pouvaient dégénérer, chaque Seahawk déploya des contre-mesures derrière lui. Ils larguèrent une douzaine de leurs thermiques MJU-68B, chacun atteignant 2200 degrés Celsius et brûlant pendant près de 2 secondes et demie. En parallèle, ils relâchèrent 24 charges de paillettes RR-180, formant un nuage argenté destiné à tromper tout missile guidé par radar. Aucun missile ne fut repéré, ce qui prouva que ces précautions n'étaient finalement pas nécessaires. Mais dans ce genre de situation, on ne prend aucun risque. On agit comme si l'ennemi avait effectivement un missile à guidage thermique sur l'épaule. Et puis, l'enfer se déchaîna. Exactement 1 minute après la première salve Houthi, à 6h41, le tireur de bord du Lancer 71 identifia le bateau 1 comme la menace principale. Une petite embarcation fonçant en avant, équipée de nouvelles PKM et d'un lance-roquettes pointé vers le navire. Le pilote du Seahawk maintint une trajectoire stable, offrant une plateforme parfaite pour tirer. 3 salves de balles calibre 50 fusèrent, chaque projectile pouvant changer le cours de l'engagement. Les 2 premières balayèrent l'avant du bateau, mais la 3e fit mouche. Elle frappa le bloc moteur. Pour ceux qui s'y connaissent, c'est le coup fatal. Détruire le moteur, c'est empêcher toute manœuvre ou fuite. Mais ce tir ne se contenta pas d'arrêter le moteur, il perfora la cellule de carburant. En un instant, une boule de feu éclata, si brillante que les pilotes la virent depuis leur cockpit, et des débris enflammés s'envolèrent dans les airs. En moins de 45 secondes après cette première salve, le bateau 1 n'était plus qu'une carcasse fumante. Les flammes se propagèrent, l'eau s'infiltra dans la coque éventrée et l'embarcation coula sous les vagues, ne laissant qu'un panache de fumée et une traînée frémissante. Pour l'équipage du Maersk Hangzhou, en dessous, le bruit de l'explosion et la vision des débris dérivants furent la plus claire des preuves que l'aide était bien arrivée. Les 3 autres Boghamars, momentanément choqués par la destruction du bateau 1, ralentirent leur avancée. Pendant un bref mais crucial instant, l'équipe de sécurité du Hangzhou put respirer, et les Seahawks venaient de démontrer leur puissance. À cet instant précis, le combat était loin d'être terminé, mais le naufrage du bateau marquait un tournant. C'était le premier domino à tomber dans ce qui allait devenir la défense décisive d'un navire marchand assiégé. Avant même que le premier Boghamar ait complètement disparu sous les flots, Lancer 71 vira brusquement à gauche et verrouilla le bateau 2. Imaginez un hélicoptère qui bascule soudainement, son nez pointé vers une petite embarcation filant sur une mer agitée. C'est exactement ce que fit le pilote. Le tireur de bord lâcha une salve rapide de balles calibre .50 qui pulvérisa le gouvernail. Privé de direction, le petit skiff dévia violemment, comme un kart avec une roue cassée. Le tireur ne relâcha pas la pression. Il envoya une rafale de 3 secondes de munitions incendiaires perforantes sur l'embarcation déjà endommagée. En quelques instants, le bateau 2 pencha brutalement, l'eau s'engouffrant par la coque éclatée, et à 6h42, il chavira, disparaissant dans les profondeurs. Avec 2 hélicoptères tournoyant au-dessus, les pilotes ne perdirent pas une seconde. Ils braquèrent leur attention sur le bateau 3. Cette fois, Lancer 71 et Lancer 72 ciblèrent ensemble la même embarcation. Les doubles flux de balles traçantes ressemblaient presque à une danse synchronisée sur l'eau, mais faite de plomb. En quelques battements de cœur, des dizaines d'obus perforants martelèrent la coque inférieure du bateau 3, y creusant des trous en dessous de la ligne de flottaison. L'équipage de ce skiff comprit qu'ils étaient au perdu. L'eau s'engouffra plus vite que leur tentative désespérée pour l'évacuer. À 6h44, le bateau 3 fit un dernier basculement et coula, ne laissant derrière lui qu'un remous d'écume huileuse. Le bateau 4, voyant 3 de ses camarades envoyés dormir avec les poissons, décida que la discrétion valait mieux que le courage. Au lieu de foncer,
Il fit demi-tour et prit le large. De la fumée s'échappait de son moteur endommagé alors qu'il boitait vers le nord-ouest, tentant de mettre de la distance entre lui et les hélicoptères Seahawk. Lancé 71 et lancé 72 auraient pu le poursuivre, mais leurs ordres étaient de clairs, rester avec le navire marchand. Tandis que le bateau 4 fuyait à toute allure, les hélicoptères restèrent en vol stationnaire au-dessus du Maersk Hangzhou, leurs mitrailleuses encore chaudes, mais leur attention à nouveau centrée sur la protection du navire. En un peu moins de 7 minutes, entre la première rafale de balles et la dernière coque coulée, les deux Seahawks avaient envoyé 3 vedettes Boghamar par le fond. Ensemble, ils avaient tiré environ 1800 projectiles, chacun conçu pour transpercer le métal, tout en maintenant une distance de sécurité par rapport à leur propre rotor. Mais pour les hauts gradés de l'armée américaine, cela ne faisait que commencer. Couler quelques bateaux en légitime défense, c'est une chose. Ils voulaient que le message soit clair. Attaquer des escortes américaines aurait des conséquences bien plus lourdes. Moins de 8 heures après l'escarmouche du matin, le destroyer lance-missile USS Gravely s'approcha des côtes yéménites. Sa cible, une poignée de stations radar côtières utilisées par les Houthis pour transmettre des données à leurs vedettes rapides. Ces sites, situés à Jabal al-Tahir, Al-Moka et Ras Issa, servaient Dieu dans le ciel, informant les commandants Houthis de la position des navires américains, des routes empruntées et des moments de vulnérabilité. Dès l'après-midi, le canon naval Mark 45, modèle 4 de 127 mm du Gravely, entra en action. Chaque obus pesait environ 32 kg, chargé d'explosifs puissants ou de charges à détonation aérienne, propulsé à environ 800 mètres par seconde, capable d'atteindre des cibles situées jusqu'à 14 km. Alors que le soleil se rapprochait de l'horizon, le Gravely longeait la côte avec une aisance relative. À chaque installation radar, il déchaîna une salve, tir après tir, jusqu'à ce que les 3 sites soient réduits en ruines. Des évaluations par drone réalisées après les frappes confirmèrent que ces attaques avaient réduit la capacité de surveillance maritime des Houthis d'au moins 60%. Cela signifiait que leurs vedettes rapides devraient désormais se contenter de méthodes d'observation moins précises, comme un guetteur sur la côte avec des jumelles, au lieu de radars connectés par satellite. Privés de ces yeux côtiers, les Houthis perdirent l'avantage tactique qui rendait leur tactique d'essaim si redoutable. Mais la riposte américaine ne s'arrêta pas à la destruction des radars. Le jour de l'an apporta une nouvelle série de frappes. Le 1er janvier, juste après le coucher du soleil, 4 FA-18E Super Hornets du Strike Fighter Squadron 131 décollèrent du USS Dwight D. Eisenhower. Chaque avion emportait 2 AGM-154C GSOW, des bombes planantes intelligentes conçues pour percer le béton renforcé. Chaque GSOW-C contenait une ogive broche de 227 kg, capable, à l'impact, de libérer un jet de métal en fusion pouvant traverser 3,7 mètres de béton massif comme du beurre chaud. À 18h43, heure locale, ces 4 missiles frappèrent l'entrepôt de missiles d'Al-Douraïhimi. L'un après l'autre, des explosions secouèrent le complexe, provoquant des détonations secondaires à partir des piles de roquettes et missiles stockés à l'intérieur. Des interceptions de communication radio Houthis confirmèrent ce que tout le monde soupçonnait. 18 drones Kacef furent détruits au sol avant même de pouvoir décoller, ainsi que 4 missiles anti-navires Nord et plusieurs kits de guidage de missiles. Fait crucial, 2 conseillers iraniens présents sur place ainsi que 12 opérateurs Houthis perdirent la vie dans l'explosion. Cette frappe finale transmit un message clair et fort. La réponse des États-Unis à l'agression Houthi ne s'arrêterait pas une fois les hélicoptères repartis et le skiff bateau 4 échappé. De la neutralisation des radars côtiers à l'anéantissement des stocks de drones et de missiles, les Américains étaient résolus à éliminer la capacité des Houthis à lancer de futures attaques. Si vous attaquiez un navire escorté par les États-Unis, vous ne feriez pas seulement face à une défense immédiate, vous en subiriez les conséquences plusieurs jours plus tard,
lorsque bombes et obus s'abattraient sur vos infrastructures, longtemps après que la fumée se soit dissipée.